Dans les chroniques anciennes, un nom revient comme un souffle, presque effacé par le temps. Vareg. Ceux qui en parlaient ne les décrivaient jamais comme une foule indistincte, mais comme une fraternité singulière, auréolée d'ombre et de silence. On les devine plus qu'on ne les voit. Des silhouettes massives venues du nord, portant avec elles le froid des mers glacées et la force des serments inviolables. Leur histoire n'est pas seulement celle des batailles ou des routes commerciales, mais celle d'une mémoire dissimulée, d'un ordre dont la trace demeure dans les marges des récits officiels. Qui étaient-ils vraiment? Des mercenaires, comme l'écrit parfois l'histoire des vainqueurs? Des marchands armés, sillonnant les fleuves jusqu'aux portes de Byzance? Ou bien quelque chose de plus mystérieux, une confrérie jurée, liée par des vœux que même la mort ne pouvait rompre? Leur nom résonne comme une énigme. On le retrouve dans des langues différentes, mais toujours avec une même constance, comme si le mot lui-même refusait de disparaître. Les Byzantins les désignaient comme des gardes redoutables, les Slaves les craignaient autant qu'ils les admiraient, et dans les sagas du Nord, ils apparaissent comme des compagnons d'armes, liés par le sang et la loyauté. Un ordre secret peut-être, tapi dans les interstices de l'histoire officielle. Leur présence fascinait autant qu'elle inquiétait. Guerriers aux haches immenses, veilleurs silencieux des palais impériaux, ils se tenaient toujours proches du trône, mais venaient d'un monde lointain. Étrangers et pourtant indispensables, ils formaient un rempart que ni l'or ni les intrigues byzantines ne pouvaient corrompre. On les craignait, car leur loyauté n'allait qu'à celui qui osait porter la couronne. C'est là que commence le mystère, car plus on les observe, moins ils ressemblent à de simples soldats. Tout dans leur organisation, dans leur silence, dans leurs serments, évoque une société à part. Non pas un peuple, mais une élite fraternelle. Leur force n'était pas seulement physique, elle venait de ce lien invisible, de cette promesse scellée entre eux, qui les distinguait du reste du monde. Et l'histoire, curieusement, semble les avoir recouverts de sable, comme si l'on avait préféré les effacer, minimiser leur rôle, taire leur influence. Pourtant, derrière les ombres des manuscrits, leurs silhouettes demeurent. On les devine dans les marges des chroniques, dans les ruines d'anciennes cités, dans la résonance d'un nom trop souvent oublié. Les Varegs ne sont pas seulement un épisode du passé, ils incarnent quelque chose de plus profond. Le désir d'appartenance à un ordre caché, la force des serments que rien ne brise, le mystère des fraternités qui traversent les siècles. Et si l'on se penche un instant, si l'on tend l'oreille dans le silence des vieilles pierres, leur nom se murmure encore. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple chronique militaire, mais une plongée dans un monde effacé, où la vérité se cache derrière des symboles et des serments. Si vous aimez suivre ces chemins secrets, si vous voulez continuer à entendre ces histoires que l'histoire officielle préfère oublier, alors je vous invite à rester ici, à vous abonner à cette chaîne. C'est dans la constance de ces rendez-vous nocturnes que ces voix oubliées pourront encore se faire entendre. Dans les ténèbres des siècles, les Varegs veillent toujours, guerriers, marchands, gardiens, peut-être frères d'un ordre invisible. Leur secret nous attend. Il venait d'un monde austère, où la terre semblait chaque jour se refuser à ses habitants. Les côtes déchirées par la mer, les forêts profondes et les hivers interminables pesaient sur leurs existences. Le sol, pierreux et pauvre, donnait peu. Chaque champ gagné sur la nature ressemblait à une bataille remportée contre la faim. De ce combat n'a qu'une force singulière, l'élan d'aller toujours plus loin, de franchir l'horizon familier à la recherche d'un ailleurs. Ces hommes du Nord n'étaient pas seulement des pillards, ils étaient aussi marchands, navigateurs, artisans. Ils savaient tisser une voile comme on lève un étendard, mais aussi peser un lingot d'argent ou négocier une alliance. Leur survie dépendait de cette souplesse, savoir échanger autant que se battre. L'audace était devenue leur seconde nature. On les imagine sur leurs navires élancés, fendant les eaux sombres de la Baltique. Dans leurs coques,
On trouvait autant d'épées que de ballots de marchandises. Pour eux, la frontière entre guerre et commerce n'existait pas vraiment. Un voyage marchand pouvait finir en pillage, ou l'inverse. La hache et l'argent voyageaient ensemble. La pauvreté des terres scandinaves, loin de les retenir, fut leur moteur. Le manque devint désir. La faim traça des routes invisibles vers l'est. Les fleuves promettaient des chemins d'argent et de soie. Byzance brillait déjà, lointaine étoile perçant les forêts et les plaines. Pourtant, avant de devenir gardiens d'empereurs, ils étaient fils de leur terre. Leur communauté, guidée par des chefs de clan, vivait de chasse, de pêche et d'élevage. Dans leurs maisons de bois, enfouies sous la neige, on chantait des sagas où se scellaient les promesses de loyauté. La fraternité se vivait d'abord autour du feu, dans la longue nuit nordique où le monde extérieur semblait englouti. Chaque printemps, quand la glace rompait ses chaînes, les rivières devenaient routes. Certains navires partaient vers l'ouest, à la recherche de l'or des monastères. D'autres, dont nous parlons, choisirent l'est. Ils suivaient les méandres des fleuves, franchissaient les portages en portant leurs embarcations, échangeaient dans les villages slaves, puis reprenaient la route. Ces voyages répondaient à une logique claire, chercher les lieux où la richesse afflue, où le pouvoir s'incarne. Les fureurs du Nord valaient des fortunes à Byzance. Le miel et la cire trouvaient preneur auprès des prêtres et des princes. L'ambre, l'ivoire et parfois les esclaves ouvraient les portes des empires. Ainsi naquut une identité à double visage, marchands et guerriers à la fois. Trop armés pour de simples voyageurs, trop disciplinés pour des simples pillards, ils fascinaient et inquiétaient partout où ils passaient. Leurs noms précédaient leurs pas, reconnaissables dans plusieurs langues. Leurs silhouettes, leurs armes, leur silence suffisaient à les distinguer. Ils apportaient avec eux une impression de solidité glaciale, comme un bloc de granit déposé au cœur des plaines étrangères. Et lorsque le soir tombait, leur campement résonnait de chants graves. Ces récits d'ancêtres rythmaient la mémoire des serments. Car plus que l'or, ce qui les liait, c'était ce pacte invisible. Aller ensemble, survivre ensemble, se battre ensemble. Ainsi se forma une fraternité. Non pas dans le faste des palais, mais dans la rudesse du Nord. Ces hommes venus du froid n'avaient pas encore trouvé Byzance, mais déjà, dans leurs navires chargés de haches et de richesses, dans leurs serments murmurés au bord des fleuves, se dessinait l'ombre de l'ordre secret qui un jour protégerait le trône impérial. Au cœur de leur identité, il y avait le serment. Pas un simple mot prononcé à la hâte, mais un acte solennel, une promesse qui liait plus sûrement que le sang. Le terme venu de l'ancien roi, Vengi, désignait précisément cela, ceux qui avaient prêté serment. Dans une société où l'honneur comptait davantage que la vie, cette parole donnée valait un monde entier. Un serment n'était pas une formalité, c'était un pont jeté entre les hommes et les dieux, un fil invisible que l'on ne pouvait briser sans condamner son arme. Ceux qui entraient dans cette fraternité savaient qu'ils engageaient bien plus que leurs armes. Ils offraient leur liberté individuelle pour se fondre dans une communauté soudée, où la loyauté comptait plus que la survie elle-même. On les imagine, rassemblés autour d'un feu le soir venu. Leurs silhouettes, immobiles, découpées par la lumière vacillante. Dans le silence des forêts ou sur les berges d'un fleuve étranger, un chef prend la parole. Il énonce les mots qu'il lit, ceux qui marquent le passage d'un simple compagnon à un frère d'armes. Alors chacun, tour à tour, répond et le cercle se referme. Désormais, aucun ne peut se détourner de l'autre. Ce lien transformait ces hommes en quelque chose de plus grand qu'une bande armée. Les autres vikings, souvent, se réunissaient pour une expédition, un pillage, une saison de navigation. Puis ils se dispersaient, chacun rentrant vers sa maison, sa ferme, son clan. Les Varegs, eux, étaient différents. Leur serment créait une continuité, un ordre invisible qui survivait aux voyages, aux campagnes, aux distances. Cette fidélité absolue se remarquait jusque dans leurs gestes. Ils ne se présentaient pas généralement comme des mercenaires errants, mais comme des hommes liés, une troupe dont la cohésion inspirait autant la crainte que l'admiration. Les peuples qu'ils rencontraient, qu'ils soient slaves, byzantins ou grecs, percevaient cette singularité. Ils ne venaient pas comme des aventuriers isolés, mais comme une fraternité scellée par des mots anciens. Dans les chroniques, on retrouve cette insistance. Les Slaves parlent d'eux comme d'un peuple à part,
Les Byzantins votent leur fidélité indéfectible. Et même dans les sagas du Nord, ils apparaissent comme des compagnons jurés, jamais comme des hommes solitaires. L'écho du mot, répété dans tant de langues, souligne la force de ce symbole. Où qu'ils aillent, leur identité restait marquée par le serment. Ce lien ne servait pas seulement à unir les hommes entre eux, il les distinguait du reste du monde. Ils n'étaient plus de simples Scandinaves, pas tout à fait slaves, pas encore byzantins. Ils formaient une catégorie à part, presque une confrérie initiatique, dont l'appartenance passait par l'épreuve de la parole donnée. Et ce serment avait un prix, car jurer, c'était accepter que l'autre ait un droit sur soi. C'était renoncer à la fuite, au choix, à l'individualité. Ceux qui rompaient le pacte étaient condamnés, non seulement par leurs frères, mais aussi par leur propre conscience. La trahison n'était pas seulement une faute politique ou militaire, c'était une rupture avec l'ordre invisible qui le tenait debout. On comprend mieux alors pourquoi les empereurs de Byzance allaient un jour chercher ces hommes. Car dans un monde de complots, de trahison, d'intrigues, où l'or corrompait jusqu'aux plus fidèles, cette loyauté absolue était un trésor inestimable. Les Varegs pouvaient être étrangers, barbares aux yeux des Grecs. Mais leur serment était plus solide que les alliances de sang ou les promesses des nobles byzantins. Dans le silence des siècles, on devine encore le poids de ces paroles. Elles résonnaient dans la nuit des campements. Elles accompagnaient les pas des expéditions. Elles guidaient les haches dans la bataille. Ce n'étaient pas des simples mots, mais un pacte qui transcendait la mort, car chacun savait que sa mémoire vivrait dans celle de ses frères. Et si l'histoire les a parfois réduits à des gardes, à des mercenaires étrangers, il suffit de se pencher sur ce mot ancien pour comprendre. Ils n'étaient pas seulement des hommes venus du Nord, ils étaient les hommes du serment, ceux qui avaient choisi d'appartenir à quelque chose qui dépassait leur propre vie, une ombre fraternelle, invisible mais indestructible, avançant toujours ensemble du froid scandinave jusqu'au palais d'or de Byzance. Ils n'étaient pas seulement des hommes de guerre. Derrière leurs haches et leurs boucliers, il y avait des balances, des coffres, des sacs remplis de monnaie venus d'horizons lointains. Leur puissance ne se mesurait pas uniquement dans la violence des combats, mais dans la richesse qu'ils savaient accumuler, transporter, échanger. Ces hommes du serment, que l'on imaginait farouches et silencieux, savaient aussi manier l'or comme une arme. Dans leurs mains passaient des trésors venus des confins du monde, des dirhams d'argent frappés au cœur du califat abbasside, scintillant des calligraphies orientales, des soieries fines, aux couleurs éclatantes, issues des ateliers de Byzance, de l'ivoire tiré des défenses de morses arctiques, polies par le froid du nord et prisées jusque dans les palais impériaux. Tout cela circulait dans les cales de leurs navires aux côtés des armes des vivres. Chaque expédition était un pari. On quittait les rivages pauvres de Scandinavie, avec des fourrures épaisses, de l'ambre translucide, parfois des esclaves pris dans des raids. On revenait avec des tissus précieux, des pièces d'argent, des objets dont la simple vue faisait naître le respect. Ce commerce n'était pas un simple troc de survie, c'était une montée en puissance, une manière de se tailler une place dans le jeu complexe des royaumes et des empires. Le commerce façonnait leur réputation autant que leur bataille, car celui qui revenait riche pouvait acheter des armes meilleures, offrir des dons somptueux à ses compagnons, s'assurer une suite fidèle. Dans ce monde où l'autorité reposait sur la générosité et le prestige, la richesse circulante était une arme plus redoutable que la lame la mieux forgée. Elle créait des fidélités, elle entretenait les serments, elle donnait à un chef la stature d'un roi. Et ce pouvoir n'était pas seulement personnel. Collectif, il liait les Varegs à des réseaux qui les dépassaient. Chaque dirham trouvé dans une cachette de Suède, chaque soierie exhumée dans une tombe du Nord, témoigne de ces ponts invisibles entre des mondes éloignés. Ils étaient les fils conducteurs d'un immense courant, reliant les forêts scandinaves au bazar du califat, reliant les glaces arctiques aux coupoles dorées de Constantinople. Ce rôle d'intermédiaire leur donnait une identité singulière, car pour les peuples rencontrés, ils n'étaient pas de simples envahisseurs. Ils étaient aussi des porteurs de richesses, des passeurs d'objets et de symboles. Leur arrivée dans une cité slave ou byzantine pouvait être redoutée, mais elle pouvait aussi être attendue, comme celle d'un convoi chargé de trésors. La peur se mêlait à l'avidité, et c'est dans cet entre-deux qu'ils trouvaient leur pouvoir. Ainsi, le glaive et la balance ne s'opposaient pas, ils se complétaient. L'air ouvrait les routes, l'or consolida les alliances.
Chaque bataille pouvait être suivie d'un marché, chaque marché pouvait mener à une guerre. Dans ce va-et-vient, ils imposaient une forme d'autorité qui dépassait le simple pillage. Ce n'était plus le hasard des raids, mais une logique, transformer le commerce en empire et l'empire en source de commerce. On peut imaginer l'effet produit par ces marchandises venues d'ailleurs quand elles étaient offertes à des chefs locaux ou à des guerriers fidèles. Les soieries byzantines, posées sur des épaules habituées à la laine rude, les pièces d'argent, frappées d'inscriptions incompréhensibles mais brillantes comme des astres, les ivoires sculptés, caressés comme des talismans. Chaque objet portait en lui le mystère d'un ailleurs, et ce mystère devenait un instrument de pouvoir. Ces richesses n'étaient pas seulement des preuves de réussite, elles étaient des symboles. Elles rappelaient que ces hommes n'étaient pas des paysans attachés à leur terre, mais des voyageurs, des intermédiaires entre les mondes. Leur pouvoir naissait de cette circulation, aller chercher ce que d'autres ignoraient, rapporter ce que nul autre ne pouvait atteindre. Ainsi, leur fraternité ne se nourrissait pas seulement de serments et de batailles, mais aussi d'un commerce savamment orchestré. Leurs haches ouvraient des passages, mais leurs coffres assuraient leur survie. Ils n'étaient ni de simples pillards, ni de simples marchands. Ils étaient les deux à la fois, armés comme des rois, riches comme des princes, liés par un ordre invisible qui transformait chaque voyage en une conquête silencieuse. Leur route ne suivait pas les chemins tracés par les hommes, mais ceux dessinés par l'eau. Les forêts scandinaves s'ouvraient sur des lacs immenses, les lacs se déversaient dans des rivières, et ces rivières finissaient par conduire vers d'autres mondes. Les Varegs avaient compris que les fleuves étaient les artères cachées de la Terre, un réseau souterrain à ciel ouvert capable de relier le froid du nord au palais baigné de soleil de Byzance. Leur voyage commençait là-haut, dans les vallées glacées où la Baltique déposait ses marées. Ils suivaient le courant jusqu'aux estuaires, puis s'enfonçaient à l'intérieur des terres. Chaque lac devenait une mer intérieure, chaque rivière une route. Leur regard ne voyait pas de frontières, seulement des continuités liquides. Ainsi, de proche en proche, ils atteignaient les grands cours d'eau de l'Est, la Volga et le Dniepr, qui ouvraient deux voies secrètes vers le sud. La Volga descendait vers les marchés du monde islamique, jusqu'à la Caspienne, et de là vers Bagdad. Le Dniepr, lui, filait vers la mer Noire, guidant les navires vers Constantinople, la reine des cités. Les deux routes exigeaient courage et ingéniosité. Les rapides, les marécages, les portages mettaient à l'épreuve la patience et la force des hommes. On imagine ces guerriers haletants, tirant leurs bateaux sur des troncs de bois, traînant leurs cargaisons d'argent, de fourrure et d'ivoire, priant que le sol ne cède pas sous leurs pas. Ces épreuves créaient une fraternité particulière, car nul ne pouvait franchir seul de tels obstacles. Le serment prenait forme dans l'effort partagé. Lever ensemble un navire hors de l'eau, défendre un campement dressé à la hâte sur une rive inconnue, se protéger dans la nuit des attaques imprévues. Chaque obstacle franchi devenait un signe que leur route n'était pas une errance, mais un chemin choisi, tracé par une main invisible. Et cette route portait ses fruits. Les cargaisons qui descendaient les fleuves n'étaient pas de simples marchandises. Elles étaient des messages, des fourrures qui parlaient du froid lointain, de l'ambre qui captait la lumière du nord, des esclaves qui rappelaient la violence des conquêtes. Tout cela, déposé un jour dans les bazars de Byzance ou dans les souks du monde islamique, témoignait de l'existence d'un peuple étrange, mi-marchand, mi-guerrier, qui avait transformé les rivières en autoroutes invisibles. Il faut imaginer le contraste, le silence des forêts nordiques, où l'eau s'écoule entre des troncs sombres, et l'éclat des coupoles dorées de Constantinople, où les cloches, les champs et les marchés remplissent l'air. Entre ces deux mondes, il n'y avait pas de route pavée, pas de caravane interminable. Il n'y avait que l'eau, fidèle et changeante, qui portait leurs navires. Ce fut leur secret. Voir dans ces fleuves non pas des barrières, mais des portes ouvertes. Cette artère cachée devint leur véritable empire. Pas de frontières tracées, pas de murailles construites, seulement des points d'ancrage, des escales, des villes où ils déposaient une partie d'eux-mêmes avant de reprendre leur voyage. Novgorod, Smolensk, Kiev, autant de haltes qui grandissaient au rythme de leur passage, devenant des carrefours où se mêlaient langues, cultures et croyances. Ce n'était pas seulement un itinéraire commercial, c'était une transformation du paysage. Là où ils s'arrêtaient, ils érigeaient des fortins, des entrepôts, parfois des quartiers entiers. Les rivières cessaient d'être sauvages, elles devenaient des routes jalonnées,
marquée par la présence de ces hommes venus du nord. À force de passage, cette artère cachée prit une forme presque mythique. On l'appelait la route des Varègues aux Grecs. Elle condensait des siècles de voyages, d'échanges, de batailles. Elle unissait deux pôles du monde, les glaces du Nord et l'or de Byzance. Et dans cette union, elle portait déjà l'empreinte d'un ordre discret, celui de ces hommes qui savaient transformer l'eau en puissance. Dans le murmure des rivières, on peut encore entendre leur passage. Des voix basses, des coups sourds sur le bois des navires, des prières murmurées avant de franchir un rapide. Les fleuves furent leur chemin secret, mais aussi leur destin, car c'est en suivant ces artères qu'ils allaient trouver leur place auprès des empereurs, devenant l'ombre fidèle d'un trône lointain. À force de voyages, leurs haltes devinrent des foyers. Ce qui n'était au départ qu'un campement dressé à la hâte sur une rive se transforma peu à peu en bastion. Les navires s'arrêtaient, les hommes bâtissaient des palissades, puis des maisons de bois, et parfois décidaient de rester. Les fleuves n'étaient plus seulement des routes, ils devenaient des épines dorsales, jalonnées de points fixes où se déposait la mémoire de leur passage. Ces premiers bastions n'avaient rien de villes immenses, ils ressemblaient à des avant-postes, mi-colonies, mi-forteresses, mais dans leur simplicité se cachait un rôle bien plus grand, ils reliaient les mondes. Ici, dans ces lieux, se croisaient les dialectes scandinaves, les parlers slaves et parfois les accents venus encore plus loin, de Byzance ou des steppes. Les échanges n'étaient pas seulement commerciaux, ils étaient humains, culturels, spirituels. Chaque bastion était comme une graine plantée dans une terre étrangère. Autour, les populations locales vivaient de chasse, de pêche, de culture modeste. Mais avec l'arrivée des Varègues, le rythme changeait. On voyait apparaître des marchés où l'on pesait l'argent islamique, où l'on échangeait des fourrures contre du vin, des armes contre des bijoux. Les produits du Nord et ceux du Sud s'y croisaient, créant une alchimie nouvelle. Ce mélange ne produisit pas des conquêtes brutales, mais des villes hybrides. Des noms résonnent encore, Ladoga, Novgorod, Kiev. Ces lieux, à l'origine modeste, devinrent des carrefours où rien n'était pur, où tout se mêlait. On y construisait des maisons au style scandinave, mais on priait dans des sanctuaires slaves. On y portait des habits tissés selon des traditions locales, mais on ornait les armes de motifs venus du Nord. Le quotidien était une mosaïque, faite de fragments qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Dans ces bastions, les Varègues ne restaient pas toujours des étrangers. Ils prenaient femmes parmi les Slaves, faisaient des alliances avec des chefs locaux, transmettaient leurs coutumes en même temps qu'ils en adoptaient d'autres. La fraternité née des serments trouvait ici un nouvel écho. Elle s'élargissait, accueillant des hommes qui n'avaient pas vu les fjords, mais qui désormais partageaient la route et le destin. Ces villes devinrent aussi des lieux de secret, car qui contrôlait un bastion contrôlait la circulation des richesses. On y négociait discrètement, on y formait des pactes, on y décidait du sort de caravanes entières. Dans l'ombre des marchés, on murmurait des alliances, des trahisons, des serments nouveaux. Ce n'était pas seulement la force militaire qui assurait la survie des Varègues, mais leur capacité à tisser un réseau invisible d'accords et de fidélité. On pourrait croire que ces bastions y étaient que des escales, mais ils furent bien plus. Ils furent des matrices. De simples campements, ils se muèrent en noyaux d'autorité, appelant à eux d'autres hommes, d'autres familles, d'autres peuples. Peu à peu, ils donnèrent naissance à de véritables cités, capables d'imposer leurs lois aux régions voisines. Là où régnait la dispersion, ils installèrent la continuité. Là où il n'y avait que villages isolés, ils créèrent des centres de pouvoir. Ainsi, la présence varègue se transforma. Ils n'étaient plus seulement les voyageurs d'un jour, mais les bâtisseurs d'un avenir. Ils avaient apporté leurs haches et leurs navires, mais aussi une capacité rare, celle de créer des lieux durables, des points fixes dans un monde mouvant, et ces lieux allaient devenir les piliers d'un ordre nouveau, des portes ouvertes sur Byzance, mais aussi des foyers d'où germerait une puissance slave encore jeune. Leur histoire est inscrite dans la pierre et le bois de ces bastions. Elle dit la rencontre, le mélange, la transformation. Des hommes venus du Nord, posant leurs haches au bord d'un fleuve, décidèrent de bâtir. Sans le savoir, ils créaient les premières étapes d'une trajectoire qui allait les conduire bien au-delà de leurs espérances, jusqu'au trône et au secret des empires. Au milieu de ces bastions dispersés, une figure se détache, à la frontière du mythe et de l'histoire. On raconte qu'un chef venu du Nord fut appelé par les peuples slaves pour mettre fin à leurs querelles, pour donner une forme à leur désordre. Son nom résonne encore, Rurik. Derrière ce nom, il y a moins un homme qu'un symbole.
l'incarnation d'un moment où la fraternité des serments prit la forme d'un ordre durable. Les récits disent qu'il fut choisi, invité presque, pour régner là où nul n'arrivait à maintenir la paix. Ce geste est révélateur. On ne lui demanda pas seulement de brandir l'épée, mais de porter un fardeau plus grand, celui d'assurer la continuité. Les Varegs avaient l'habitude des serments entre compagnons. Avec Rurik, le serment se transforma en fondation. Il ne liait plus seulement des guerriers entre eux, mais un peuple à une lignée, une terre à une autorité. On peut imaginer ce moment comme une transition silencieuse. Des guerriers nomades, habitués aux campements éphémères, aux escales rapides, décident soudain de rester. Leurs navires sont tirés sur la rive, non plus pour être portés plus loin, mais pour être laissés là, comme des témoins d'un voyage qui s'arrête. Ce n'est plus l'eau qui guide, mais la terre. Les serments se sédentarisent, et avec eux naît une dynastie. Rurik devint ainsi plus qu'un chef de guerre. Il fut l'initiateur d'un ordre, non pas seulement militaire, mais politique et spirituel. Sa présence installa l'idée qu'un pouvoir pouvait être légitime, qu'il pouvait se transmettre, qu'il pouvait s'inscrire dans la durée. Ses compagnons, liés à lui par leur serment, se transformèrent en gardiens d'un nouvel équilibre. Ils ne défendaient plus seulement des coffres d'argent ou des cargaisons précieuses, mais une autorité en train de naître. Ce récit porte en lui une aura de légende. Les chroniques anciennes l'habillent de mystère, comme si l'histoire elle-même hésitait à séparer le réel du symbolique. Mais c'est précisément dans cette zone d'ombre que réside sa force, car ce qui importe n'est pas tant la véracité des détails que la mémoire transmise, celle d'un chef qui, en s'installant, donna un nom et un visage à un peuple en devenir. Ce basculement changea la nature des Varegs. Ils restèrent des guerriers, des marchands, des voyageurs, mais avec Rurik, ils devinrent aussi les fondateurs d'une dynastie appelée à durer des siècles. Leur serment ne se limitait plus au bivouac nocturne ou au cercle de compagnons. Il prenait la forme d'institutions, de lois tacites, de traditions appelées à se répéter. Dans ce geste, il y avait plus qu'une simple prise de pouvoir. Il y avait une vision, celle d'un ordre nouveau, construit sur l'alliance des peuples, sur la fusion des cultures, sur la mémoire des routes parcourues. Le nom de Rurik n'évoque pas seulement un homme, mais l'idée qu'un serment, lorsqu'il est assez solide, peut donner naissance à un monde. Et c'est peut-être cela qui fait de lui une figure fondatrice. Non pas l'éclat d'une victoire militaire, non pas l'or accumulé, mais la création d'une continuité. Il transforma un groupe de frères d'armes en une lignée, et une lignée en un pouvoir. Dans cette filiation, les Varegs cessèrent d'être seulement des ombres venues du nord. Ils devinrent les porteurs d'un destin collectif, enracinés dans la terre qu'ils avaient jadis traversée comme des étrangers. Aujourd'hui encore, son nom marque le point de départ d'une histoire plus vaste. Derrière lui, il y a les forêts, les fleuves, les serments murmurés à la lueur des torches. Devant lui, il y a les siècles d'une dynastie qui se prétendait issue de son geste. Rurik est moins une figure isolée qu'un passage, celui par lequel une fraternité de guerriers se transforma en un ordre durable, capable de traverser le temps. Au nord des vastes plaines, là où les forêts s'étendaient comme une mer sombre, s'éleva une cité qui devint l'un des cœurs battants des Varegs. Novgorod. Ce n'était pas seulement une ville, mais un carrefour, un lieu où les eaux, les peuples et les serments se rejoignaient. Elle ne ressemblait pas aux capitales du Sud, au palais de marbre. Plus rude, plus austère, elle portait une énergie née du mélange des cultures et des ambitions. Les fleuves y convergeaient comme des routes invisibles. Les navires venus des rivières scandinaves s'y arrêtaient, chargés de fourrures, de miel, d'ambre, parfois d'esclaves. D'autres repartaient vers le Dniepr, emportant l'écho des forêts du nord jusqu'aux portes de Byzance. Entre ces allers-retours, Novgorod s'affirmait comme port d'attache et point de rencontre entre mondes lointains. Mais ce qui la rendait unique n'était pas seulement son rôle de marché. C'était le brassage des hommes et des idées. Les Slaves y apportaient leurs traditions enracinées dans la terre. Les Scandinaves portaient la rudesse des mers, la culture des serments et des armes. À cela s'ajoutaient les influences byzantines, soieries, icônes, monnaies frappées de visages impériaux. Dans les marchés et les tavernes, plusieurs langues se mêlaient, plusieurs croyances se croisaient. Au milieu de cette mosaïque, les Varegs trouvaient leur place, non comme visiteurs, mais comme bâtisseurs. Leurs maisons de bois, aux toits pentus rappelant la Scandinavie,
côtoyaient les habitations slaves plus basses, ancrées dans la terre. Ensemble, elles formaient une cité hybride, ni tout à fait du nord, ni tout à fait de l'est. Chaque poutre, chaque pierre portait la trace de cette fusion. Novgorod n'était pas seulement un marché, mais aussi un centre de pouvoir. Contrôler la cité, c'était contrôler une part des routes fluviales, donc des richesses qui circulaient entre Baltique et mer Noire. Les serments qui s'y prêtaient engageaient des familles, des peuples, parfois des générations. Les Varegs y trouvaient un terrain propice à leur tradition fraternelle. La loyauté née sur les champs de bataille se mêlait désormais aux pactes commerciaux et politiques. On raconte que dans certaines salles obscures, éclairées par des torches, des serments furent prononcés qu'il y ait non seulement des guerriers, mais des communautés entières. Ce n'était plus seulement l'amitié des armes qui s'y jurait, mais la promesse d'un ordre nouveau, où des peuples différents reconnaissaient une même destinée. La cité portait en elle cette tension entre le provisoire et le durable. Les navires passaient, les marchands repartaient, mais les murs restaient. Peu à peu, Novgorod prit la forme d'une cité stable, résistante au temps. Elle fut une matrice où les Varegs purent inscrire leur présence, non plus comme étrangers de passage, mais comme acteurs permanents de l'histoire locale. Si l'on ferme les yeux, on peut imaginer le tumulte de ces marchés, les cris des vendeurs, le choc des marteaux sur le métal, les odeurs mêlées de cuir, de cire et de poissons séchés. On aperçoit les silhouettes robustes des Varegs, haches à la ceinture, négociant aux côtés de Grecs drapés de soie et de Slaves vêtus d'élin. Un théâtre vivant où les différences tissaient un réseau d'interdépendance. Novgorod incarne l'idée que les serments, transplantés, peuvent engendrer de nouveaux mondes. Dans cette ville carrefour, la fraternité venue du Nord trouva un ancrage. Elle se mêla aux croyances slaves, aux fastes byzantins, aux nécessités du commerce. Elle devint un ordre à la fois visible et invisible, inscrit dans les pierres de la cité et dans la mémoire des hommes. Ainsi, Novgorod ne fut pas seulement un lieu. Elle devint une mémoire collective, une cité des serments où les Varegs inscrivirent leur rôle d'intermédiaires et de fondateurs. Dans ces ruelles bruissantes et ces quais battus par les flots, se dessinait déjà la silhouette d'un ordre né de la rencontre et du mélange. Plus au sud, là où le Dniepr s'élargit avant de se précipiter vers la mer Noire, s'éleva une autre cité, plus ambitieuse encore, Kiev. Elle n'était d'abord qu'un poste avancé, une halte sur la route secrète des fleuves. Mais le temps et la volonté des hommes en firent une capitale. Là, le passage devint permanence, et le carrefour se transforma en centre de gravité. Kiev occupait une position unique. Elle dominait le fleuve depuis ses collines abruptes, comme une sentinelle veillant sur les routes de l'eau. Les navires Varegs, après avoir franchi les portages et les rapides, trouvaient en elle un refuge et un point de contrôle. Rien ne passait sans que ses maîtres n'en tirent bénéfice. Les fourrures du Nord, les ambres, le miel, mais aussi les hommes réduits en esclavage. Tout s'échangeait, tout transitait, et Kiev tenait les clés de ce passage. Peu à peu, la cité devint plus qu'un simple entrepôt. Elle se vêtit de fortifications, de palais de bois, de sanctuaires païens d'abord, puis chrétiens. Les marchés s'élargirent, les quais se densifièrent. On pouvait y croiser des Slaves, aux habits de lin, des marchands grecs, venus de Byzance, des caravanes d'Orient apportant des soieries, des armes et des épices. Au milieu de cette foule, les Varegs tenaient une place particulière, celle des gardiens et des seigneurs de passage, à la fois étrangers et indispensables. Leur présence façonna le destin de Kiev. Ce n'était plus seulement une escale sur la route vers l'Empire byzantin, c'était un centre qu'ils contrôlaient, une capitale qu'ils fortifiaient. Ici, les serments se faisaient plus politiques. Ils liaient des tribus slaves entre elles, des chefs locaux aux princes Varegs. Ce n'était plus une fraternité d'armes seulement, mais une alliance étendue, une structure de pouvoir. Dans les chroniques, Kiev apparaît comme un seuil. Elle est la porte qui ouvre vers Byzance, mais aussi la barrière qui protège l'accès au nord. Celui qui tenait Kiev pouvait dialoguer avec l'empereur, négocier avec les caravanes orientales, taxer les marchands de passage. La ville devint un trésor en elle-même, non pas par ce qu'elle produisait, mais par ce qu'elle permettait de contrôler. On peut imaginer l'atmosphère qui y régnait, une cité bruissante, où les langues se croisaient, où les haches scandinaves côtoyaient les icônes grecques, une ville à la fois rude et raffinée, marquée par la poussière des marchés, mais déjà tournée vers l'éclat impérial.
Les Varegs s'y tenaient comme des maîtres, mais aussi comme des étrangers conscients qu'ils participaient à quelque chose de plus vaste qu'eux. Cette transformation donna à leur fraternité une nouvelle dimension. Les serments d'autrefois, forgés dans l'intimité des expéditions, se prolongèrent dans les pactes politiques qui cimentaient Kiev. Ils ne liaient plus seulement des hommes, mais des cités, des peuples, des routes entières. Les Varegs devenaient le peu à peu les architectes d'un ordre régional, une puissance capable de peser face aux empires établis. Kiev n'était pas encore Byzance, mais elle en portait déjà le reflet. Les richesses qui y transitaient, les influences religieuses et artistiques qui s'y implantaient, tout annonçait une cité appelée à devenir plus qu'un poste avancé. Elle se préparait à être une capitale. Un symbole, un pont entre le monde rude du nord et l'éclat fastueux du sud. Dans cette métamorphose, on devine le rôle silencieux des Varegs. Leur force ne résidait pas seulement dans leurs haches ou leurs navires, mais dans leur capacité à transformer un lieu de passage en cœur battant. Kiev leur doit cette mutation. D'un comptoir éphémère, ils firent une porte vers l'Empire, un seuil par lequel le Nord put entrer dans le jeu des grandes puissances. Et peut-être est-ce là au fond le plus fascinant, cette manière dont des étrangers venus des brumes scandinaves ont su par la puissance de leurs serments et de leur organisation fonder une ville qui allait devenir l'une des foyers de l'histoire européenne. Kiev, suspendu entre fleuve et empire, fut leur héritage, leur pont vers un monde plus vaste. Alors, laissons le murmure de l'eau du nord se dissiper et approchons-nous des murailles d'or et de pierre. Dans la cité de Constantin, tout respire la grandeur. Les coupoles se dressent comme des soleils figés. Les mosaïques scintillent à la lueur des cierges. Ici, chaque souffle de vent semble porter une prière ou un secret. L'empereur, assis sur son trône, entouré de dignitaires et de prêtres, devait toujours se méfier. Dans ce monde d'intrigues, chaque sourire pouvait cacher un poignard, chaque main tendue pouvait trembler de trahison. Alors, à qui confier sa vie, sinon à ceux qui n'avaient pas de racines dans ce labyrinthe de complots? C'est là qu'entrent ces hommes venus du Nord. Leur langue résonne comme le fracas des vagues contre les rochers, leurs épaules sont larges, leur regard clair et impassible. Ils ne partagent pas ni le sang des sénateurs, ni les ambitions des familles byzantines. Ils sont étrangers, et c'est précisément ce qui fait leur force. L'empereur voit en eux des murs vivants, incorruptibles. On les imagine marchant dans les couloirs du palais. Leurs pas lourds résonnent sur le marbre, leurs haches étincellent, polies avec soin. Ils ne parlent presque pas. Leur silence est une promesse. Personne ne franchira ces portes sans y être invité. La foule les observe avec une curiosité mêlée de crainte. Car ces gardiens ne sont pas seulement des soldats, ils sont l'incarnation visible de l'autorité impériale. Ils représentent un mystère. Qui sont ces hommes arrachés aux brumes du Nord et pourquoi ont-ils choisi de prêter leur force à un souverain étranger? Leur loyauté, pourtant, est simple et pure. Ils ont juré de protéger et ce serment vaut plus que l'or. Ce n'est pas l'empereur en tant qu'homme qu'ils défendent, mais la figure sacrée qu'il incarne, l'Empire lui-même, dans sa majesté et sa fragilité. On raconte que, dans les moments de crise, quand les conspirations menaçaient d'étouffer la cour, ce n'étaient pas les aristocrates byzantins que l'empereur appelait à ses côtés, mais eux. Dans leurs yeux, aucune hésitation. Dans leurs mains, une fidélité qui ne vacillait pas. Ainsi, chaque fois qu'ils traversaient les rues de la capitale, chaque fois qu'ils se montraient au peuple, ces géants du Nord l'entouraient comme une muraille mouvante. Leur présence suffisait à faire taire les murmures. Leur silence inspirait plus que 1000 discours. Et lorsque le soir venu, les portes du palais se refermaient et que les couloirs plongeaient dans l'ombre, c'étaient encore eux qui veillaient, debout, immobiles, comme des statues de chair. Leurs pensées s'envolaient peut-être vers les fjords lointains, mais leurs mains restaient prêtes, toujours. Il y a dans cette garde une étrangeté presque poétique. L'Empire, cœur du monde méditerranéen, s'appuie sur des hommes venus des confins glacés. Des cultures que tout oppose se rejoignent dans une seule mission, préserver un trône, protéger une idée. Et l'on comprend alors que leur histoire n'est pas seulement celle de mercenaires. Elle est celle d'une rencontre improbable, d'une confiance placée là où nul ne l'attendait. Ces étrangers devinrent plus qu'une armée.
Ils furent pour l'empereur son épée et son bouclier. Et dans le silence des nuits byzantines, leur serment résonnait encore. Une promesse simple, murmurée sans fin. Tant que nous serons debout, nul ne t'atteindra. Dans l'ombre des murailles, il existe des paroles que l'on ne prononce qu'à voix basse. Des serments chuchotés, tissés dans le secret, et que nul livre n'ose consigner. Les hommes venus du Nord en ont prononcé de tels serments, à Byzance, loin de leur terre et de leur Dieu. Ce n'était pas un engagement ordinaire, ni une simple obéissance militaire. C'était une promesse de chair et de sang faite à un seul homme, l'empereur. Leur loyauté ne se dispersait pas dans les méandres d'un empire compliqué. Elle ne se perdait pas dans les querelles de familles nobles ou les intrigues du clergé. Elle se fixait, entière, sur une figure, comme une flamme qu'aucun vent ne pouvait éteindre. Certains à la cour s'en inquiétaient. Comment ces étrangers, arrachés à leurs fjords et à leurs forêts, pouvaient-ils jurer une fidélité plus solide que celle des Byzantins eux-mêmes? Était-ce l'or qui les retenait, ou bien quelque chose de plus ancien, plus intime? Peut-être était-ce justement la force de l'exil. L'homme déraciné cherche une terre d'accueil, un sens, un centre autour duquel reconstruire sa vie. Pour ces guerriers, ce centre devint le trône impérial. L'empereur n'était pas seulement un maître, il était un axe. Et tant que ce lien demeurait, leur existence avait une direction, une clarté. On les voyait, droits et silencieux, au cœur des cérémonies. Chaque regard, chaque geste respirait une discipline implacable. Pas une hésitation, pas une faille. Ils avaient choisi leur allégeance comme on choisit un destin. Et c'est ce qui les rendait redoutables. Car ces serments avaient quelque chose de dangereux. Ils étaient purs, intransigeants, indiscutables. Les Byzantins, eux, étaient des maîtres de compromis, d'équilibre subtil, de négociations infinies. Mais face à ces hommes du Nord, il n'y avait ni nuance ni détour. Leurs paroles, une fois données, ne se reprenaient pas. Elles liaient plus sûrement que les chaînes. Certains murmuraient que ces serments dépassaient la fidélité politique. Ils avaient quelque chose de sacré, presque de tabou, comme si ces étrangers avaient transporté avec eux l'écho de rituels anciens, de dieux disparus, et l'avaient fondu dans leur nouvelle allégeance. Ainsi, protéger l'empereur devenait une forme de culte, une offrande de leur force et de leur vie. Il n'était pas rare que leur loyauté se heurte à celle des Byzantins. Quand les intrigues s'entremêlaient, quand des factions cherchaient à infléchir le destin du trône, les étrangers restaient droits, inamovibles. Ils ne jouaient pas au jeu subtil des palais. Ils ne négociaient pas. Ils protégeaient simplement, comme si le monde entier se réduisait à ce devoir. On raconte des scènes de tension, où leurs haches restaient levées même face à des dignitaires byzantins, même face à des généraux byzantins. Rien ne pouvait les détourner de leur serment. C'est ce qui les rendait redoutables et parfois mal aimés. On les appelait avec respect, mais aussi avec crainte. Leur fidélité absolue était comme une lumière trop vive qui révélait par contraste les fragilités et les trahisons des autres. Dans le silence des nuits de Constantinople, on pouvait presque entendre ce lien invisible. Il ne se voyait pas, mais il pesait sur chaque geste, sur chaque souffle. Une promesse répétée à l'infini. Tant que le trône tiendrait, eux tiendraient. Tant que l'empereur respirerait, ils respireraient pour lui. Et peut-être était cela qui rendait leur serment interdit, non pas parce qu'ils étaient cachés, mais parce qu'ils étaient trop absolus pour un monde tissé de compromis, trop clairs pour une ville d'ombre et de secrets. Dans leur silence, ils rappelaient une vérité dure, presque brutale. Il existe des fidélités qui dépassent la politique et qui se gravent dans la chair comme un destin. Dans les couloirs dorés du palais, parmi les étoffes précieuses et les mosaïques éclatantes, il existait une présence plus silencieuse que toutes les prières, plus lourde que tous les joyaux. Toujours proches, mais rarement remarqués, ils formaient un cercle invisible autour du trône. On les appelait, parfois avec crainte, les guerriers de l'ombre. Ils n'étaient pas faits pour briller dans les chroniques officielles, ni pour occuper les fresques des églises. Leur rôle n'était pas d'être vus, mais d'être là. Comme des ombres fidèles, ils se glissaient derrière les pas de l'empereur,
le suivant partout, du faste des cérémonies au silence des couloirs nocturnes. Leur seule présence suffisait à faire comprendre que le pouvoir, derrière ses parures et ses discours, reposait aussi sur des haches tenues fermement. Il y avait dans leur manière d'occuper l'espace une étrangeté qui troublait. Ils n'étaient jamais bruyants, jamais pressés, mais chacun savait qu'ils pouvaient frapper plus vite que quiconque, et surtout qu'ils ne frapperaient jamais pour eux-mêmes. Leur force ne leur appartenait pas, elle avait été offerte, presque sacrifiée, à l'empereur. On craignait leur loyauté autant que leurs armes, car la loyauté humaine est souvent conditionnelle, fragile, teintée de calcul. Eux, au contraire, semblaient dénués de toute hésitation. Aucun présent, aucune promesse, aucune menace ne pouvait fissurer leur serment. Cette fidélité sans faille dérangeait, comme une vérité trop dure pour un monde où tout s'achète et tout se négocie. Dans les banquets, ils restaient debout, en retrait, observant les jeux d'alliance et les sourires masqués. Leurs yeux ne trahissaient rien. Ils savaient mieux que quiconque que les plus beaux festins pouvaient cacher le poison. Et lorsque la nuit tombait, lorsque les portes se refermaient et que la ville sombrait dans ses murmures, eux demeuraient, figés, comme si le sommeil ne les touchait pas. Certains disaient que leur silence glaçait plus que leur hache, car un ennemi qu'on peut convaincre est moins effrayant qu'un allié qu'on ne peut corrompre. Les dignitaires les contournaient du regard, évitant d'affronter leurs yeux clairs, comme si ce contact révélait trop de choses. Ces hommes venus d'ailleurs semblaient voir au-delà des masques, au-delà des intrigues. Ils n'avaient pas besoin de comprendre la subtilité de la langue pour deviner les mensonges. Leur monde était plus simple, protéger ou trahir. Et ils avaient déjà choisi. L'empereur, lui, trouvait dans leur présence un réconfort que peu d'hommes pouvaient offrir. Là où les courtisans flattaient et conspiraient dans un même souffle, les guerriers de l'ombre restaient constants, égaux à eux-mêmes. Ils étaient le socle immobile sur lequel le trône pouvait s'appuyer quand tout vacillait. Mais cette fidélité avait un prix. Eux aussi vivaient avec une forme de solitude. Étrangers dans un empire raffiné, isolés par leur mission, ils appartenaient toujours à la marge. Leur vie se réduisait à une garde perpétuelle, à un devoir qui n'avait pas de fin. Loin des champs de leur enfance, loin des foyers, ils avaient choisi de devenir les silhouettes silencieuses d'une cité qui ne serait jamais vraiment la leur. Ainsi se tissait leur destin, une fraternité invisible, soudée par le serment et l'ombre. Ils ne cherchaient pas la gloire, ni l'honneur des chroniques. Ils se tenaient là, entre lumière et obscurité, entre l'or du trône et le vide du silence. Et lorsque l'on évoquait leur nom, ce n'était pas pour des victoires éclatantes, mais pour cette certitude plus discrète, presque inquiétante, tant que les guerriers de l'ombre veillaient, aucun souffle ennemi n'approcherait le trône. Leur fidélité était une barrière invisible, un mur de silence et d'acier dressé dans la nuit éternelle de Byzance. Leurs pas faisaient trembler le marbre, mais c'étaient leurs armes qui imposaient le plus profond respect. Ces haches massives, au fer poli comme un miroir sombre, semblaient disproportionnées dans les couloirs raffinés du palais. Pourtant, entre leurs mains, elles trouvaient une place naturelle, comme si elles n'étaient pas seulement forgées dans le métal, mais dans le destin même de ces hommes. Une seule lueur, captée par la flamme des torches, suffisait à rappeler leur poids et leurs promesses. Ces armes n'étaient pas de simples outils de guerre, elles étaient des symboles. Dans un monde de dagues dissimulées, de poisons versés en silence et de trahisons murmurées, ces haches disaient tout haut ce que les Byzantins taisaient. La force nue, franche, irréductible. Elle ne se glissait pas dans l'ombre, elle s'abattait comme un jugement. Leur simple présence suffisait à étouffer bien des complots, avant même qu'ils ne prennent racine. Mais derrière ces armes visibles, il y avait des armes invisibles, leurs secrets. Les Varegs vivaient selon des codes qui leur appartenaient seuls. Des gestes, des regards, des signes muets qui passaient inaperçus aux yeux des Grecs. Leurs frères d'armes savaient, d'un seul mouvement d'épaule ou d'un silence prolongé, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait craindre.
Leur langage ne se trouvait pas dans les mots, mais dans le lien invisible tissé entre eux. On racontait que la nuit, lorsqu'ils étaient rassemblés loin du trône, ils laissaient s'échapper des chants étranges, des chants gutturaux faits de sons rudes et de rythmes venus du nord, des voix qui montaient comme le vent sur les fjords, comme les vagues brisant les falaises. Les Grecs, qui passaient par hasard à proximité, s'arrêtaient parfois, glacés. Ils ne comprenaient pas les paroles, mais ils sentaient dans ces mélodies quelque chose d'ancien, d'indompté, presque effrayant, comme si les dieux d'un autre monde parlaient encore à travers ces hommes. Ces chants n'étaient pas seulement des souvenirs de leur terre perdue, ils étaient aussi un ciment, un rituel qui resserrait la fraternité. Dans la lueur vacillante des torches, leurs voix s'unissaient et leur loyauté se renouvelait, plus forte que jamais. Pour eux, il n'était pas nécessaire que les Byzantins comprennent. Leur secret était leur force, une barrière invisible que nul étranger ne pouvait franchir. Il y avait dans cette dualité une fascination étrange. D'un côté, la clarté brute de leurs haches, visible, tranchante, indiscutable. De l'autre, l'opacité de leurs codes, de leurs rituels, de leurs chants, qui échappaient à toute compréhension extérieure. Ils combinaient la puissance la plus éclatante et le mystère le plus insondable. Les dignitaires byzantins les observaient parfois avec une méfiance mêlée d'admiration. Ils savaient que ces étrangers étaient indispensables, mais ils savaient aussi qu'ils ne les possédaient jamais vraiment, car dans le cœur de ces guerriers, il restait un espace inviolable, un territoire de brume et de neige que nul palais ne pouvait conquérir. Ainsi, les Varegs plivaient entre deux mondes, celui du pouvoir raffiné de Constantinople et celui plus secret des traditions qu'ils emportaient dans leurs chants et leurs serments. Leurs haches parlaient à tous, mais leurs secrets ne parlaient qu'à eux. Et peut-être était-ce cela qui les rendait si redoutables, ce mélange de force tangible et de mystère impénétrable. On pouvait comprendre leurs armes, mais on ne pénétrait jamais entièrement leur âme. Ils restaient, jusqu'au bout, des hommes à part, gardiens d'un savoir obscur, dont les chants résonnaient comme des énigmes au cœur même de Byzance. Dans les salles éclatantes de Constantinople, l'or coulait comme une rivière souterraine. Les coffres de l'Empire débordaient de pièces, d'objets ciselés, de joyaux venus des quatre coins du monde. Les hommes du Nord, eux, recevaient leur part. Leurs mains cailleuses, habituées au bois et au fer, se refermaient désormais sur des trésors que leurs ancêtres n'auraient jamais osé imaginer. On les voyait parfois quitter le palais avec des bourses lourdes ou des chaînes d'or accrochées à leurs épaules. Certains en riaient, disant que ces étrangers n'étaient que des mercenaires achetés par la splendeur byzantine. Mais ce n'était pas si simple, car l'or, dans leur esprit, n'était pas seulement une récompense. Il devenait un signe tangible de leur rôle, une marque de reconnaissance. Chaque pièce sonnait comme une confirmation, leur serment avait un prix, mais ce prix ne faisait que souligner leur fidélité. Pourtant, derrière la lumière des richesses se cachait une ombre plus sombre, car vivre près du trône, c'était aussi respirer l'air vicié des intrigues. Les complots s'enchevêtraient comme les racines d'un arbre ancien. Nul n'était à l'abri, pas même eux. Leur hache servait à protéger, mais elle servait aussi, parfois, à exécuter. Et dans le marbre du palais, le sang avait souvent coulé en silence. Il y avait des nuits où l'or et le sang se mêlaient. Une main généreuse déposait une récompense, tandis qu'une autre ordonnait une mise à mort. Les Varegs, fidèles à leur serment, obéissaient sans trembler. Car leur rôle n'était pas de juger, mais d'agir. Ils étaient le bras, non l'esprit. Mais ce bras, dans son silence, portait le poids de décisions qu'ils ne comprenaient pas toujours. On racontait que certains empereurs dormaient plus tranquilles grâce à eux, tandis que d'autres craignaient leur propre garde. Car cette loyauté, aussi incorruptible fût-elle, n'était jamais donnée à la personne seule. Elle appartenait à la fonction, au trône, à l'idée même d'empire. Si un souverain tombait, si un autre prenait sa place, la fidélité des guerriers suivait le nouvel occupant sans hésitation. Dans ce glissement silencieux, beaucoup voyaient une menace.
Ainsi, l'or qu'ils recevaient était aussi une arme à double tranchant. Car dans une cité où tout se négociait, où chaque serment se monnayait, ces trésors faisaient d'eux des acteurs involontaires des luttes les plus sanglantes. On cherchait parfois à les séduire, à les acheter, mais leur hache restait droite. Et pourtant, dans la confusion des révoltes, dans la fureur des conspirations, leur rôle pouvait changer en une nuit. Gardiens, ils devenaient bourreaux. Protecteurs, ils devenaient instruments d'un renversement. Il y a quelque chose de tragique dans cette place qu'ils occupaient. Riches de butin, recouverts de gloire et de joyaux, ils restaient pourtant prisonniers d'un jeu qui n'était pas le leur. Leur fidélité si pure était utilisée dans un monde où la pureté n'existait pas. Et souvent, leur hache s'abattait non sur des ennemis venus de loin, mais sur des rivaux tapis dans les ombres du palais même qu'ils défendaient. Ainsi, leur histoire n'est pas seulement celle d'une fraternité de guerriers, elle est aussi celle d'une tension constante entre la lumière de l'or et l'obscurité du sang, entre la récompense éclatante et le prix invisible de leur serment. Et dans les échos du palais, on pouvait parfois sentir ce contraste. Le tintement des pièces tombant sur le marbre, puis un peu plus loin, le bruit sourd d'une hache qui s'abat. Deux sons contraires mais inséparables. Comme si à Byzance, l'or et le sang ne cessaient jamais de se répondre. On pourrait croire qu'il n'était qu'une garde, une troupe armée au service d'un souverain étranger. Une force loyale, disciplinée, efficace, mais sans mystère véritable. Pourtant, à mesure que l'on s'attarde sur leurs traces, quelque chose d'autre se dessine, plus profond, presque initiatique. Comme si derrière les armes et les uniformes se cachait un ordre invisible réservé à ceux qui savaient prononcer les mots du serment. Ce qui frappe, c'est cette idée constante de fidélité absolue. Les Varegs ne juraient pas à une cité, ni même à une patrie. Leur allégeance allait à une personne unique, l'empereur. Dans un monde où tout était instable, royaume renversé, intrigues de palais, trahison quotidienne, cette promesse inébranlable ressemblait moins à une obligation militaire qu'à un rite. Le serment devenait une frontière invisible qui séparait les initiés du reste du monde. Être Vareg, ce n'était pas seulement porter une hache ou marcher dans les couloirs de Byzance, c'était entrer dans une fraternité qui, par sa nature même, excluait tous les autres. On ne devenait pas l'un d'eux par hasard, il fallait être choisi, accepté, parfois même recommandé par des frères déjà intégrés. Comme si une porte secrète s'ouvrait, donnant accès à un cercle plus étroit, plus soudé que n'importe quelle armée. Leur comportement renforçait ce mystère. Ils vivaient souvent entre eux, parlaient une langue étrangère, chantaient des chants dont personne parmi les Byzantins ne comprenait les paroles. On raconte que leur rituel de fraternité se déroulait dans le silence des salles obscures, haches dressées comme des symboles sacrés. Pour l'œil extérieur, tout cela ressemblait à une société fermée, régie par des codes que nul ne pouvait briser. Et puis, il y avait ce contraste fascinant, étranger au cœur de Byzance, mais plus proche de l'empereur que les plus anciens nobles du pays. Ce privilège, cette intimité avec le trône, alimentait les suspicions. Comment ces hommes venus des brumes du Nord pouvaient-ils inspirer une telle confiance, si ce n'était par un lien invisible, par une promesse qui dépassait la simple logique politique? On pourrait y voir l'écho d'autres ordres plus tardifs qui fascinèrent l'Europe, chevaliers templiers, compagnons d'armes, confréries de bâtisseurs. Mais les Varegs les précédaient. Leur société de serment n'avait peut-être pas de règles écrites, pas de hiérarchie formalisée, et pourtant, tout en eux respirait l'esprit d'une confrérie initiatique. Ce n'était pas une armée que l'or pouvait acheter, ni une noblesse que les titres pouvaient corrompre. C'était un cercle scellé par des serments. Certains chroniqueurs les décrivent comme des ombres silencieuses, toujours là où l'empereur se trouvait, toujours prêts à agir sans hésitation. Leur loyauté devenait un mystère presque inquiétant, car dans un monde d'hommes prompts à changer de camp, eux semblaient incassables. Était-ce la peur du parjure, l'honneur du Nord, ou bien l'existence d'un ordre secret dont les règles ne nous sont jamais parvenues? On ne saura sans doute jamais si la garde Vareg fut seulement une troupe de mercenaires ou l'ultime incarnation d'une fraternité invisible, plus ancienne que Byzance elle-même. Mais ce doute, cette hésitation entre l'histoire officielle et le murmure des légendes leur confère une aura unique. Ils ne furent pas seulement des gardes, ils furent des gardiens de secrets. Et peut-être est cela qui nous attire encore aujourd'hui. L'idée qu'au milieu du tumulte des siècles, certains hommes se sont tenus à l'écart,
unis par une promesse que rien ne pouvait rompre. Non pas un peuple, non pas une armée, mais une société de serments, cachée derrière le voile de l'histoire. Une énigme qui, même dans l'oubli, continue de veiller dans l'ombre. À Byzance, le trône impérial n'était jamais un siège tranquille. Chaque couronne portée était une cible. Chaque empereur savait que derrière les festins et les prières, les complots s'échafaudaient dans l'ombre. Le danger ne venait pas toujours de l'ennemi extérieur, mais bien souvent des salons dorés du palais, où nobles, généraux et dignitaires échangeaient serments fragiles et promesses trompeuses. Dans ce climat de suspicion, où l'intrigue valait parfois plus qu'une armée, l'empereur se retrouva à chercher une fidélité qu'aucun Byzantin ne pouvait vraiment lui offrir. C'est là que les Varegs prirent tout leur sens. Étrangers venus du Nord, ils n'avaient ni terres à Byzance, ni lignée à défendre, ni alliance locale à nourrir. Ils n'avaient rien à gagner d'un complot, rien à espérer d'un changement de dynastie. Leur seule raison d'être, leur unique serment, les liait à la personne de l'empereur. Et dans cette singularité, il trouva un refuge. Les Byzantins eux-mêmes voyaient cela avec méfiance. Être surveillés par des hommes qui ne parlaient pas leur langue, qui ne partageaient ni leur foi originelle ni leurs coutumes, avait de quoi troubler les plus hautes familles. Ces gardes massifs, vêtus à la mode du Nord, postés aux portes du palais, étaient comme une frontière vivante entre l'empereur et ses propres sujets. Ils inspiraient la crainte, non seulement par leurs armes, mais par ce qu'ils représentaient. La preuve que l'empereur n'accordait plus sa confiance aux siens. On raconte que lors des cérémonies impériales, les Varegs ne quittaient jamais l'ombre du trône. Ils étaient présents dans les processions, immobiles comme des statues, leurs haches dressées comme des symboles muets. Dans les couloirs, ils veillaient aux portes que même les plus puissants dignitaires n'osaient franchir sans leur assentiment. Leur silence devenait en langage. Là où les Byzantins tissaient des intrigues de mots et de flatteries, eux n'avaient pas besoin de discours, leur présence suffisait. Cette méfiance de l'empereur envers ses nobles n'était pas sans fondement. L'histoire byzantine abonde de trahisons, d'usurpations, de renversements violents. Les palais étaient des labyrinthes où le poison, la dague ou la rumeur pouvaient renverser un règne en une nuit. En confiant sa vie aux Varegs, l'empereur se plaçait sous la protection de ceux qui n'avaient aucun intérêt dans ces jeux. Leur loyauté brute était comme une digue dressée contre l'océan des intrigues. Mais cette confiance avait un prix. Elle marginalisait encore davantage l'aristocratie locale. Plus l'empereur s'appuyait sur ses gardes étrangers, plus il révélait au grand jour la fragilité de ses relations avec ses propres élites. Les Varegs étaient à la fois un rempart et un miroir. Leur proximité montrait la distance croissante entre le souverain et ses sujets les plus puissants. C'est peut-être ce paradoxe qui alimentait leur réputation d'ombres inquiétantes. On ne savait jamais s'ils protégeaient seulement l'empereur, ou s'ils observaient aussi, silencieusement, tous ceux qui l'entouraient. Dans cette surveillance constante, il y avait plus qu'un geste militaire. C'était une atmosphère, une tension palpable. Les nobles savaient que chaque mouvement, chaque parole pouvait être rapportée ou remarquée. La présence des Varegs était comme une main invisible posée sur l'épaule de l'Empire, rappelant que la loyauté véritable ne se trouvait pas dans les lignées anciennes, mais dans les serments venus d'ailleurs. Avec le temps, cette méfiance réciproque devint une habitude. Les empereurs changeaient, les intrigues se succédaient, mais les Varegs restaient, immuables, silhouette nordique au cœur du monde byzantin. Ils étaient plus que des gardes. Ils étaient les témoins silencieux d'un pouvoir en perpétuel équilibre entre confiance et trahison. Ainsi, leur rôle dépassait la simple protection. Ils incarnaient cette vérité que Byzance ne pouvait avouer à elle-même. La menace la plus grande venait de l'intérieur, et seuls des étrangers pouvaient garantir la stabilité du trône. Dans leurs yeux clairs, dans le poids de leurs haches, se lisait ce paradoxe. Étrangers, mais indispensables. Lointains, mais toujours présents. Et dans leur silence, l'empereur trouvait la seule paix possible. Une paix bâtie sur la méfiance de ses siens et sur la fidélité absolue d'hommes venus des confins du Nord. Parmi toutes les images laissées par les Varegs, aucune n'a traversé le temps avec autant de force que celle de leur hache. Ces armes immenses, lourdes, au fer élargi comme une aile d'acier, semblaient porter en elles bien plus que la simple promesse de frapper. Elles étaient à la fois outils, emblèmes et symboles, un prolongement du serment qui liait chaque frère à son empereur. Dans l'imaginaire byzantin, la hache Vareg devint rapidement un signe distinctif. On la reconnaissait de loin, levée au-dessus de la foule lors des processions,
ou dressée en silence à l'entrée des salles impériales. Elle n'était pas brandie comme une menace, mais elle suffisait par sa seule présence à imposer le respect. On disait que dans le métal poli se reflétait le destin de ceux qui osaient défier le trône. Car la hache n'était pas seulement une arme de guerre. Elle incarnait la justice implacable, celle qui ne négociait pas, qui tombait sans hésitation. Lorsque les Varegs entraient en action, nul n'ignorait ce que signifiait le choc de l'acier. C'était le bras de l'empereur qui s'abattait, pur et incorruptible, étranger aux compromis des tribunaux et aux lenteurs des intrigues. Dans une cité où les mots pouvaient tout corrompre, où l'or ouvrait toutes les portes, la hache rappelait qu'il existait encore une loi au-dessus des lois. Mais cette image de justice avait son envers, car la hache inspirait autant la terreur que le respect. Elle apparaissait dans les exécutions, dans les purges silencieuses du palais, dans ces nuits où un noble disparaissait sans laisser de traces. Elle pouvait surgir dans les rues, portée par des silhouettes venues escorter l'empereur ou réprimer une révolte. Pour le peuple, elle devint une ombre menaçante, l'arme des étrangers qui frappaient sans trembler. Cette ambivalence forgea une légende. Dans les récits populaires, les Varegs étaient décrits comme des géants froids, armés de haches capables de trancher non seulement les corps, mais les serments rompus et les trahisons muettes. Certains disaient que leurs lames ne rouillaient jamais, car elles étaient nourries par le sang des félons. D'autres imaginaient qu'avant de partir en guerre, les Varegs posaient la main sur le fer comme sur une pierre sacrée, jurant de ne jamais faillir. La force symbolique de cette arme dépassait largement son efficacité réelle. Certes, la hache était redoutable sur le champ de bataille. Elle pouvait briser un bouclier, fendre un casque, renverser un cavalier. Mais ce qui restait dans les mémoires, ce n'était pas la violence brute. C'était l'image d'une arme associée à un ordre secret, d'un acier qui portait la promesse d'une loyauté incorruptible. Au fil du temps, même ceux qui n'avaient jamais vu un Vareg en chair et en os savaient que ces hommes étaient les porteurs de la hache. Dans les chansons, dans les chroniques, dans les rumeurs des tavernes, cette arme revenait toujours, comme une signature gravée dans l'imaginaire collectif. Elle était devenue un symbole si fort que l'on ne parlait plus seulement des hommes, mais de ce qu'ils représentaient. Une justice étrangère, impitoyable, inévitable. Et quand leur présence commença à s'effacer, quand l'Empire se fragilisa et que leur rôle déclina, ce ne furent pas leurs visages que l'on retint, ni leurs noms perdus dans les manuscrits. Ce fut la hache, dressée comme un totem, à la fois crainte et vénérée. Elle demeura dans les récits comme le souvenir d'une puissance silencieuse, d'une loyauté qui se faisait tranchant. Ainsi, la légende des Varegs ne repose pas seulement sur leur voyage ou leurs serments. Elle vit encore dans le reflet d'un acier ancien, arme à la fois de justice et de terreur, qui, des siècles plus tard, continue d'habiter les songes de ceux qui s'interrogent sur ce que fut vraiment la garde des serments interdits. Tout ordre, aussi solide semble-t-il, finit par se dissoudre dans le courant du temps. Les Varegs n'échappèrent pas à cette loi. Eux qui avaient été l'ombre du trône, le rempart incorruptible de l'empereur, commencèrent peu à peu à disparaître du cœur de Byzance. Effacés non par une bataille décisive, mais par l'usure silencieuse des siècles. Les raisons étaient multiples. L'Empire changeait, s'affaiblissait, se déchirait sous la pression des croisades, des invasions, des complots toujours plus nombreux. Les routes qui reliaient le nord aux rives du Bosphore se transformèrent. Moins sûres, moins parcourues, elles coupèrent le flot des recrues venues de Scandinavie et de Russie. Les haches devinrent plus rares dans les processions impériales et leurs chants gutturaux moins fréquents dans les couloirs du palais. La fraternité, autrefois si redoutée, se diluait dans le tumulte des guerres et la fragmentation de l'Empire. Certains chroniqueurs évoquent encore le rôle au moment des croisades, lorsque l'Occident et l'Orient s'entrechoquaient. On raconte qu'ils furent de la dernière défense de Constantinople, frappant jusqu'au bout avec leurs armes massives, fidèles à l'empereur même lorsque tout s'écroulait autour d'eux. Leur loyauté, une fois encore, ne se démentit pas, mais elle ne put rien faire face à l'inéluctable. Les murs tombèrent, et avec eux, le monde qui avait donné sens à leurs serments. Après cela, leurs traces s'estompent. Ils ne disparaissent pas d'un seul coup, mais glissent doucement vers l'oubli.
Les chroniqueurs byzantins, préoccupés par d'autres drames, les mentionnent de moins en moins. Les générations suivantes ne connaissent plus leurs noms, seulement des échos. Leurs haches, autrefois symboles de justice et de terreur, finissent par devenir des reliques, conservées dans des arsenaux ou transmises comme objets étranges, détachés de ceux qui leur avaient donné naissance. Et pourtant, malgré cet effacement, quelque chose demeure. Dans les manuscrits, dans les récits des voyageurs, dans les ruines même de Byzance, on retrouve leur ombre. Les pierres usées des palais semblent encore porter la mémoire de leurs pas. Les chroniques slaves et scandinaves murmurent encore leurs exploits. Même les légendes populaires, en se transformant, gardent l'idée d'une fraternité de géants du Nord, veilleurs silencieux d'un empire disparu. C'est peut-être là, finalement, leur plus grande victoire. Car si leur ordre s'est éteint, leur mémoire a échappé à la mort. Elles circulent encore, parfois déformées, parfois idéalisées, mais toujours présentes. Les Varags survivent dans l'imaginaire comme ces gardiens impossibles à corrompre, étrangers au monde, mais nécessaires à son équilibre. Ils sont devenus un symbole, celui de la loyauté qui défie le temps, de la fraternité qui continue d'exister même lorsque les pierres s'écroulent. Et quand on s'attarde dans les ruelles d'Istanbul, ancien cœur de Byzance, il arrive que l'on ressente cette présence fragile. Dans le silence des vieilles églises, dans l'ombre des colonnes brisées, on croit entendre le murmure de serments prononcés dans une langue oubliée. Ce ne sont plus que des traces, à peine perceptibles, mais elles suffisent à rappeler que ces hommes ont existé, qu'ils ont veillé, qu'ils ont tenu jusqu'au bout leurs promesses. Ainsi s'achève leur histoire, non dans le triomphe éclatant, mais dans une lente disparition, douce comme le sable recouvrant peu à peu une ruine. Pourtant, derrière le voile de l'oubli, leur silhouette reste immobile. Car les Varags, même effacés, continuent de veiller. Non plus sur un empereur, mais sur la mémoire de ceux qui cherchent encore, dans les ombres du passé, les traces des fraternités disparues. À travers les siècles, certaines idées semblent voyager comme des courants invisibles. Elles changent de forme, de visage, de symbole, mais elles conservent une essence immuable. Parmi elles, il y a ce goût pour les serments, pour les fraternités fermées, pour les sociétés qui promettent à leurs membres une appartenance plus forte que tout lien ordinaire. Les Varegs appartiennent à ce fil secret de l'histoire. Et lorsqu'on observe la fascination moderne pour les ordres cachés, pour les confréries de bâtisseurs ou les loges maçonniques, on croit entendre un écho de cette vieille garde nordique qui, à Byzance, veillait dans le silence. Car ce qui attire, ce n'est pas seulement l'idée d'une organisation secrète, c'est le poids du serment. Dans un monde où les promesses se brisent si facilement, où les alliances se dissolvent au gré des intérêts, la force d'un engagement inébranlable suscite à la fois respect et crainte. Les Varegs avaient juré fidélité à l'empereur et rien ne pouvait rompre ce lien. De la même manière, les sociétés modernes qui s'inspirent de rites anciens mettent au centre de leur pratique ce geste simple mais absolu, prêter serment devant les autres et accepter de se lier à quelque chose qui dépasse sa propre personne. La fascination vient aussi du mystère. Les Varegs ne parlaient pas, ne justifiaient pas leur existence, leur silence renforçait leur aura. Les sociétés discrètes qui fleuriront plus tard reprendront ce principe. Ce n'est pas tant ce que l'on sait qui attire, mais ce que l'on devine. Les portes closes, les symboles cachés, les rituels chuchotés nourrissent l'imaginaire bien plus qu'une vérité exposée en plein jour. Les Varegs n'avaient pas besoin de se proclamer ordre secret. Leur simple manière d'exister suffisait à créer cette impression. On pourrait croire que la comparaison avec les francs-maçons ou d'autres ordres modernes est forcée, et pourtant, l'esprit qui les traverse semble proche. La recherche d'une fraternité choisie, la volonté de se distinguer du reste du monde par des signes et des serments, la conviction d'appartenir à une chaîne invisible qui relie les générations, tout cela se retrouve déjà dans la garde Vareg. Leur hache n'était pas seulement une arme, elle était aussi un symbole, comme le compas ou l'équerre le deviendront plus tard pour d'autres. Ce qui subsiste dans ces parallèles, c'est surtout une nostalgie, celle d'un lien que rien n'entame, d'une communauté qui résiste à l'érosion du temps et des intérêts personnels.
Dans nos sociétés modernes, où tout est fragmenté, où chacun semble isolé, l'idée qu'il puisse exister un cercle d'initiés, unis par des serments indestructibles, garde une puissance d'attraction intacte. Les Varegs, par leur fidélité inébranlable, incarnent cette aspiration à une fraternité pure, débarrassée des trahisons ordinaires. Et si leur histoire fascine encore, c'est peut-être parce qu'elle suggère que de telles fraternités ne disparaissent jamais vraiment. Elles changent de nom, de visage, de symbole, mais l'esprit reste. Comme si chaque époque avait besoin de se souvenir que certains hommes, quelque part, choisissent de se lier les uns aux autres par des promesses plus fortes que l'or, plus durables que le pouvoir. Ainsi, dans les loges modernes comme dans les mythes anciens, c'est le même écho qui résonne, celui des serments murmurés dans l'ombre, de l'appartenance à un cercle invisible, d'une fidélité que rien ne peut acheter. Les Varegs furent peut-être les gardiens d'un empereur, mais dans la mémoire collective, ils sont devenus bien plus. Les archétypes d'une idée éternelle, celle d'une fraternité secrète qui continue de hanter l'imaginaire des hommes. Il arrive un moment où l'histoire cesse de parler avec la voix claire des chroniques et ne nous parvient plus que sous forme de murmures. Les Varegs appartiennent désormais à ce registre. Leur nom, qui résonnait autrefois dans les palais de Byzance, n'est plus qu'un écho fragile dans les bibliothèques, une ombre posée entre deux lignes oubliées. Mais pourtant, ce silence n'est pas un effacement complet, car certains noms survivent moins dans les archives que dans les songes. On ne les voit plus, dressés aux portes du trône, ni alignés dans les processions solennelles. Leurs haches, qui faisaient trembler les murs de la cité, dorment quelque part, enfouis dans la terre ou accrochés dans des salles de musée. Mais leur présence demeure, subtile, presque invisible, comme une respiration dans l'obscurité. Chaque fois que l'on évoque la fidélité absolue, le poids d'un serment qu'aucune corruption ne peut briser, c'est leur silhouette qui revient. Ils sont devenus des gardiens interdits, non pas parce qu'on leur a refusé un rôle, mais parce que le temps les a placés derrière une porte que nul ne peut ouvrir. Ce qui nous reste, ce n'est pas leur visage ni leur nom, mais l'impression d'un ordre invisible veillant dans l'ombre des siècles. Une fraternité dont la force continue de hanter l'imaginaire, comme si leur serment, prononcé jadis dans une langue rugueuse, n'avait jamais cessé de vibrer. Peut-être est-ce cela leur véritable héritage, non pas les batailles gagnées ou perdues, ni même la gloire d'avoir protégé des empereurs, mais cette aura d'inaccessibilité, cette impression qu'ils appartenaient à une autre dimension du pouvoir. Ils n'étaient pas seulement les gardiens d'un homme, ils étaient les gardiens d'un mystère, d'une idée, d'une fidélité que rien ne saurait expliquer pleinement. Dans les ruines de Constantinople, devenue Istanbul, il suffit parfois de se taire pour sentir leur ombre. Entre les colonnes effritées, sous les coupoles où résonnent encore l'écho des pas, on devine leur veille silencieuse. Non pas un souvenir précis, mais une présence diffuse, comme si leur fraternité avait refusé de mourir. Leurs silhouettes massives semblent encore se tenir, invisibles mais immobiles, à proximité des trônes disparus. Et dans nos nuits modernes, où les bruits du monde s'éteignent peu à peu, il arrive qu'ils reviennent. Dans les rêves, ils apparaissent, porteurs de haches et de serments, figures à la fois menaçantes et protectrices. Ils rappellent que l'histoire n'est pas seulement un enchaînement de faits, mais aussi une mémoire vivante, tissée de symboles. Les Varegs ne sont plus une réalité, mais une énigme persistante, et peut-être est-ce là finalement leur plus grand pouvoir. Car ce qui est oublié peut toujours revenir sous forme de légende. Les Varegs sont devenus ces ombres intemporelles que l'on invoque pour parler de loyauté, de fraternité, d'ordre secret. Ils sont partout où l'on cherche des hommes debout dans l'obscurité, veillant sur un mystère qu'ils refusent de livrer. Ils ont quitté le monde visible, mais leurs secrets continuent de nous accompagner. Ainsi se referme leur histoire, une garde disparue, effacée par le sable des siècles, mais toujours présente dans les interstices du rêve. Guerriers, merchants, frères d'un ordre invisible, ils se tiennent encore, immobiles, derrière la porte de l'imaginaire. Et si l'on tend l'oreille dans la nuit, on peut les entendre veiller.